Le CMS, vraiment le Content Management System, effectivement, la globalité, c'est un site internet, mais dans notre contexte, le CMS, ça va surtout être l'interface qui va nous permettre de gérer notre boutique. Moi, je veux un site qu'il n'y a pas de friction. Quand j'ajoute au panier, j'arrive sur la page de paiement, il me demande ma carte bleue, je la rentre, je paye. Voilà. Moi, j'utilise Google. En tant que client, je veux continuer à utiliser Google et Google veut continuer à ce que je l'utilise. Donc forcément, il va essayer de me donner les résultats les plus pertinents par rapport à ma recherche. Développer son site tout seul, moi, je recommanderais à 100% d'utiliser Shopify. L'avantage, c'est qu'on n'a absolument rien à gérer côté serveur. Absolument rien. Et je sais que ça peut paraître de se dire oui, mais si on doit gérer nous-mêmes serveur, c'est pas si grave de faire des mises à jour. Non, non. C'est un vrai travail, c'est le DevOps. Il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en considération dans la gestion d'un serveur au quotidien. L'indexation des pages, elle peut se faire en 1 ou 2 semaines. Maximum en 1 ou 2 semaines, on peut déjà commencer à sortir dans les résultats de recherche. Après, pour remonter dans les résultats, Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne qui révèle les coulisses du e-commerce. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet clé dans le e-commerce, le CMS pour Content Management System. C'est tout simplement l'outil qui permet de construire et de gérer une boutique en ligne. De nos jours, créer un site e-commerce est devenu accessible à tout le monde et pourtant, la réalité est beaucoup plus dure. Plus de 200 000 boutiques en ligne existent en France, mais 85% d'entre elles échouent dans les premières années de leur existence et même quand elles parviennent à attirer du trafic, 97% des visiteurs repartent sans avoir acheté. Alors la vraie question n'est pas de créer une boutique, c'est de créer une boutique qui vend et c'est là que repose tout l'enjeu. Choisir le bon CMS, structurer correctement sa boutique, éviter les pièges, bref, comprendre les règles qui permettent de gérer une boutique à la fois esthétique, fonctionnelle et performante. Pour en parler, je reçois Salim, développeur web et expert digital à la Pépinière Logistique, qui va nous aider à comprendre comment faire les bons choix dès le départ. Bonjour Salim. bonjour Laurent. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de me recevoir. On va parler aujourd'hui de CMS e-commerce, c'est spécifique. Tu es à ton compte depuis des années, tu as créé plein de sites, et notamment pour les clients de la Pépinière Logistique. Et aujourd'hui, je voudrais que tu nous parles justement des CMS. Concrètement, qu'est-ce qu'un CMS pour toi? Alors, un CMS, c'est un outil de gestion pour son site internet. Donc, globalement, on va différencier les CMS plutôt généralistes, que on va dire ça va être un des CMS pour créer des sites de blog, des CMS plutôt e-commerce. Donc là, ça va être Content Management System, mais vraiment spécifique pour la gestion d'une boutique en ligne, avec dans l'inscription de la base de données des produits, des fiches clients, des commandes, avec également une gestion d'email transactionnel. Donc voilà, un CMS, ça va être un outil système qu'on va pouvoir utiliser, un logiciel dans lequel on va soit acheter, soit l'avoir en open source. Et effectivement, avec ça, on va pouvoir gérer sa boutique en ligne, que ce soit de la création, de la maintenance, et même ensuite de pouvoir positionner une équipe dessus ensuite pour permettre des améliorations ou simplement une gestion au quotidien de cette boutique. C'est finalement l'endroit sur lequel le visiteur sur Internet va arriver, c'est la boutique en fin de compte. Alors le CMS, vraiment le Content Management System, effectivement, c'est la globalité, c'est un site Internet, mais disons que dans notre contexte, le CMS, ça va surtout être l'interface côté client, côté marchand, qui va nous permettre de gérer notre boutique, donc de la créer et de la gérer. Après, effectivement, le client, lui, donc le client du marchand, va pouvoir arriver sur le site Internet et faire ses achats en ligne de façon tout à fait standard. Mais c'est vrai qu'effectivement, le CMS, c'est le système qui va nous permettre de gérer la boutique en ligne. Quand on se lance dans le e-commerce, on est confronté à une multitude de choix. Alors, on peut utiliser les plus connus, Shopify, PrestaShop ou Commerce. Je ne veux pas faire de placement de produits, mais ce sont les principaux aujourd'hui, en tout cas que nous, en logistique, on rencontre quand un prospect ou un porteur de projet s'adresse à nous. Chacun a ses avantages, chacun a ses promesses, mais parfois aussi ses limites. Alors, quelqu'un qui débute doit vraiment comprendre ce qui se cache derrière. C'est le but aussi de cette émission. Est-ce qu'il faut privilégier la simplicité pour aller plus vite, ou choisir une solution plus technique pour avoir plus de contrôle? Et surtout, est-ce qu'il existe vraiment un meilleur CMS ou est-ce que on va adapter le choix du CMS en fonction de son projet? Donc pour te répondre directement, non, il n'existe pas un meilleur CMS qu'un autre. Disons que les CMS, donc ces outils, ces logiciels, qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart du temps open source, comme PrestaShop ou WordPress, ou qui sont des logiciels propriétaires comme Shopify ou Wix, Squarespace, etc. Ces outils-là vont pas forcément être meilleurs les uns des autres, c'est plutôt par rapport à notre projet, donc vraiment le type de besoin dont on va avoir là-dessus, le budget également, les contraintes budgétaires qu'on va avoir, c'est pas pareil de prendre un logiciel open source qu'on va développer nous-mêmes si on s'y connaît. Alors voilà, j'en profite pour faire une parenthèse, parce que là, tu as mis le doigt sur quelque chose d'intéressant. Logiciel propriétaire ou open source, quelle est la différence? Alors,
Open source, c'est un logiciel qu'on va pouvoir télécharger gratuitement en ligne. Donc les open source, comme je disais, c'était WordPress ou PrestaShop par exemple. C'est un logiciel où on peut vraiment directement aller sur leur site, le télécharger, l'avoir sur son ordinateur et le modifier directement sur son ordinateur pour ensuite l'héberger sur un serveur d'hébergement et permettre d'avoir un site internet comme ça. La plupart des logiciels open source, donc des CMS open source, vont avoir une forme de maintenance, une forme de communauté, des individus bénévoles qui vont se lier et comme ça travailler, faire évoluer l'open source, le système open source, faire évoluer chaque fonctionnalité, mais aussi essayer de pallier à des failles de sécurité et comme ça de maintenir ce système-là. Donc ça c'est l'open source et c'est gratuit. On n'a pas besoin de le payer, il n'y a pas de pub particulièrement, c'est vraiment un système gratuit qu'on peut, on va dire, récupérer, télécharger gratuitement et venir faire en sorte que ce soit notre propre site. À l'inverse, le système propriétaire, ce qui va être donc toutes les plateformes qui nous permettent, donc les web apps un peu, les plateformes comme Shopify. Voilà, Shopify, Wix, Squarespace, ça va être plutôt des plateformes qui vont, donc comme quand on dit propriétaire, c'est qu'en fait on vient louer un espace chez eux. C'est-à-dire que leur logiciel, ils ne nous le donnent pas du tout, on ne peut pas y avoir accès, on n'a pas accès à comment le logiciel est conçu, on ne peut pas le modifier. C'est vraiment des logiciels bien cadrés, on a peu de flexibilité dessus et effectivement les fonctionnalités seront limitées à ce qu'ils peuvent nous proposer. On peut pas comme ça développer des fonctionnalités en plus et venir rajouter des éléments sur ce type de système. Mais l'avantage dans ce type de système propriétaire, c'est que justement c'est déjà cadré, c'est déjà un peu tout préparé, c'est déjà préconçu, donc on a juste à s'abonner. Même pourquoi pas parfois certains de ces logiciels nous proposent des abonnements un peu gratuits, des essais, et à ce moment-là on peut faire un site très rapidement avec ce type de logiciel. En revanche, ça ne sera jamais notre site, ça restera un logiciel propriétaire. Voilà, ça c'est super important. C'est pas notre site, ça ne sera jamais. Demain on fait un site Shopify, si Shopify il ferme, on n'a plus de site. Il n'existe plus, on ne peut plus le récupérer pour le mettre sur un autre serveur ou autre. Alors il y a peu de chances que Shopify ferme, mais à quel autre risque on s'expose quand on n'est pas propriétaire de son site? Eh ben, disons que c'est plutôt pour des soucis de scalabilité, donc le fait de mettre à l'échelle notre catalogue. Par exemple, si on ouvre sur un Shopify, donc un logiciel propriétaire, un catalogue, si au début on n'a qu'une dizaine de produits, ce sera pas trop coûteux, les commissions ou l'abonnement Shopify, ce sera pas trop problématique, mais à terme, effectivement, si on a un catalogue de plusieurs centaines, voire milliers de références, et on commence quand même à faire beaucoup de ventes, beaucoup de commissions, et qu'on se rend compte par rapport à notre chiffre, notre marge et nos calculs vis-à-vis de notre produit que Shopify prend peut-être une trop grosse partie et que l'abonnement peut être quand même trop coûteux, trop récurrent et c'est trop compliqué, on ne pourra pas récupérer ce site-là et en un claquement de doigts avoir un autre site. Ça n'est pas notre site, donc il faudra faire une migration, ce sera complexe et effectivement voilà. C'est ça, on y vient un petit peu plus loin, justement, l'opportunité de pouvoir changer, de switcher de système. En fin de compte, qu'est-ce qui est préférable? Comme je le disais, sur un logiciel propriétaire, sur un Shopify CMS, ce qui est vraiment intéressant, c'est un logiciel cadré. En quelques jours, on peut faire un site. Alors, ce sera un site comme on en voit de partout, pas vraiment personnalisé, mais en tout cas, grâce à ça, on peut facilement tester un produit sur le marché sans forcément avoir beaucoup de connaissances en termes de développement, même au niveau design. Tout est déjà un peu préconçu sur un site comme ça. Alors, sur des open source comme WordPress, PrestaShop, il existe des templates qui eux aussi sont préconçus. Donc le template, c'est une proposition de présentation. En fait. Voilà, un thème qu'on vient installer. Donc c'est également le cas sur Shopify d'ailleurs. Mais disons que sur Shopify, les thèmes ils sont vraiment conçus pour la plateforme. Et en l'occurrence, il n'y a pas vraiment trop de flexibilité dans ça, dans les exemples de présentation. Donc un thème un peu classique Shopify, ça va ressembler à un site on verra de partout. Presque on le reconnaît quand on arrive sur le site. Exactement. Quelqu'un qui connaît un petit peu, il saura dire ça c'est du Shopify. Voilà, le panier, l'icône de panier, la page de paiement également, la page de paiement Shopify, elle est très connue, sur tous les sites Shopify, on a la même. Donc voilà, à part quelques couleurs qui vont changer et quelques typographies, globalement ce sera la même chose. C'est vrai qu'on a quand même sur les logiciels open source une plus grande variété de présentations. Il y a des thèmes qui sont développés par des éditeurs tiers et qui font vraiment... c'est important ça, voilà, il y a vraiment des gens de l'extérieur qui peuvent développer et proposer... Alors, c'est le cas aussi sur Shopify naturellement, mais c'est vrai que Shopify, comme je disais, ou même Wix ou Squarespace, par essence, en fait, c'est un logiciel qui est quand même moins flexible. Donc, par essence, les présentations vont pas beaucoup varier. On peut faire varier les choses quoi qu'il arrive. Il y a des sites Shopify extraordinaires, mais c'est vrai que par défaut, sur des logiciels open source, on manie absolument tout du début à la fin, que ce soit de la logique métier jusqu'à l'affichage côté client, donc que ce soit la logique serveur jusqu'au ce que voit le client, les animations. On a vraiment la main sur absolument tout. Donc, la variété de choses qui est possible, et c'est beaucoup plus grand, quoi. C'est beaucoup plus
flexible. Mais globalement, l'avantage d'un logiciel open source, comme je disais, c'était d'avoir vraiment ce côté flexible, mais ça peut être un inconvénient aussi parce qu'il faut s'y connaître. On peut pas être simplement néophyte, télécharger un open source, un WordPress et comme ça venir l'upload sur un serveur et dire bon bah ça y est, j'ai mon site. Après comment on fait, comment on installe un thème, comment on le personnalise, comment on rajoute du code dedans. Sur Shopify, on est vraiment guidé. On a une sorte d'onboarding, donc on arrive sur un tableau de bord et ils nous disent voilà, là ici vous pouvez retoucher ça, vous pouvez modifier tel texte ici, vous pouvez rajouter beaucoup plus accompagné. Donc pour quelqu'un qui se lance, en résumé, avec la solution propriétaire, on est plus autonome, on n'est pas forcément obligé de passer par une agence. Non. Mais alors après, concernant l'entretien, parce que faire le site c'est une chose, mais l'entretien, la vie au quotidien, comment ça se passe? Est-ce qu'on est aussi accompagné de la même manière avec un logiciel propriétaire? Alors, il me semble que sur la plupart des logiciels propriétaires, donc la plupart des CMS, Shopify, Squarespace, Wix, etc., il y a quoi qu'il arrive une sorte de service client qu'on peut contacter si on est bloqué quelque part. De toute façon, on paye un abonnement avec eux, donc forcément, on reste dans leur système. Et globalement, après, pour tous ces logiciels, même open source, on aura des tutoriels, des vidéos YouTube, des choses des tutoriels sur Internet même. Si on demande à ChatGPT de nous indiquer comment faire telle chose, je pense qu'on peut quand même se faire guider facilement sur ce type de logiciel. Mais c'est surtout au niveau de leur interface, c'est très intuitif. Pour quelqu'un qui s'y connaît un peu en informatique, mais voilà, qui sait faire un peu du Canva par exemple, qui sait utiliser certains grands logiciels d'Internet, globalement, il sera pas trop perdu. Il sera facilement guidé. Sur l'open source, c'est pas comme ça du tout. Sur open source, c'est beaucoup plus complexe déjà à créer la boutique. Il y a tout un système à mettre en place. L'interface c'est pas forcément plus intuitive, ça va dépendre. Donc les CMS comme WordPress ou PrestaShop, ils peuvent commencer à paraître un peu moins modernes au niveau de l'interface côté marchand. Donc forcément, c'est moins intuitif, c'est plus complexe. Donc l'entretien sur ce type de site est plus complexe effectivement. D'accord. Et l'entretien, grosso modo, ça consiste en quoi au quotidien? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Alors on parle pas encore de sécurité parce qu'on va y venir juste après. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire au quotidien sur un site? Ajouter des nouveaux produits, créer des nouvelles pages de présentation? Voilà, là ça va dépendre vraiment du client lui-même, de ses besoins, de ce qu'il fait, de son projet. Mais globalement, oui. Par exemple, ça va être une gestion simple. On a plein de produits, on a beaucoup de ventes et on a plein de retours de commentaires. Bon, sur ces commentaires, il peut y avoir certains commentaires qui sont des spams ou des commentaires qui sont un peu à côté. Par exemple, un commentaire qui est destiné à un autre produit que le produit en question. Donc automatiquement, ce genre de petite gestion du quotidien, il faudra le faire. Il faudra approuver des commentaires ou les refuser ou voilà. Donc là, c'est vraiment de la gestion e-commerce plutôt classique. On va avoir aussi, par exemple, demain, j'ai un produit sur lequel il y a des photos. J'ai contacté mon photographe pour faire de nouvelles photos. Il faut les mettre en place sur le site. Forcément, on n'est pas sur de la maintenance technique à proprement parler, de la maintenance de sécurité ou de la maintenance serveur. On est sur de la gestion au quotidien de la petite vie de l'e-commerce. Et dans ce contexte, effectivement, des solutions comme Shopify facilitent énormément ce type d'intervention. Mais après, sur des solutions open source, moi je travaille plutôt sur de l'open source. Une fois qu'on a en main la gestion de tout ça, c'est aussi rapide. Voilà. Mais l'entretien, c'est vraiment toute la petite vie et la petite gestion de l'e-commerce au quotidien, mais également des bugs qui peuvent provenir parce qu'il faut pas que le site soit planté. Donc tous les jours, il faut aller sur son site pour vérifier que toutes les pages fonctionnent bien, le module de paiement soit pas déconnecté, parce que tout le monde fait des mises à jour. On va rajouter tout un tas de modules, de fonctionnalités, mais dès qu'il y en a un qui fait une mise à jour, on le voit tous sur notre PC. On arrive un matin, on n'a rien demandé à personne et il y a un truc qui marche plus. Il faut chercher qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Dans le cas de l'open source, c'est quelque chose qui est beaucoup plus effectivement, on va avoir une véritable besoin de vérifier le site de façon quotidienne, de vérifier si tout fonctionne bien, parce que la plupart des CMS open source ou WordPress, je prends par exemple, lorsqu'on a besoin d'une fonctionnalité, on va installer un plugin dessus. Ce plugin, on peut donc soit l'installer, le trouver chez un éditeur tiers, soit le développer nous-mêmes, soit en faisant appel à un freelance, une agence, un développeur qui peut développer lui-même le plugin. Mais naturellement, ce plugin-là, par rapport au cœur du CMS en lui-même, qui évolue régulièrement, ce qui est tout à fait normal, c'est une bonne pratique de faire évoluer, parce que naturellement, à chaque fois qu'il y a des itérations des versions, des pirates informatiques, des personnes un peu malveillantes peuvent trouver des failles là-dedans. C'est tout à fait normal. Comme sur les téléphones, en fin de compte, on a des mises à jour à faire régulièrement, c'est pour tout ça. Ouais. Exactement. Donc à partir du moment où on trouve des failles, forcément il faut faire évoluer le système pour à chaque fois essayer de trouver des correctifs pour les failles, même pour des bugs d'affichage. Globalement, le cœur évolue régulièrement, que ce soit en open source ou côté logiciel propriétaire.
faire. C'est obligatoire. Faire des évolutions comme ça, c'est la base. Indispensable. Ouais. C'est indispensable. Après, effectivement, quand on va installer de nouvelles fonctionnalités, on va installer ça via des plugins. Sur WordPress, PrestaShop, ça va être des plugins. Sur Shopify, ça va plutôt être des apps et ces fonctionnalités-là. Si c'est sur un éditeur tiers, c'est à lui de gérer la mise à jour. Donc à ce moment-là, nous, de notre côté marchand, on va devoir mettre à jour nous-mêmes les plugins et s'assurer que tous les plugins fonctionnent bien avec le cœur et avec la fonctionnent bien nouvelle entre eux. version. Voilà, ils fonctionnent bien même entre eux parce qu'il y a certains plugins qui peuvent être qui se parasitent. Voilà, qui se parasitent entre eux, qui peuvent provoquer des conflits. D'accord, génial. On peut choisir une solution au départ. On va choisir la facilité. On pense qu'on peut le faire soi-même. On va choisir, admettons, du Shopify. Est-ce qu'en cours de route, si on s'aperçoit que ça correspond plus à nos besoins, est-ce qu'on peut switcher vers une autre solution? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que c'est risqué? Est-ce que c'est coûteux? Est-ce que c'est long? Comment on fait pour passer d'un système à l'autre, sachant qu'on doit être en ligne en permanence? Le premier choix, en fait, à la base, ça va vraiment être porté sur notre projet, sur nos besoins sur le long terme. Il faut vraiment qu'on voit sur le long terme en se disant, je vais choisir un CMS. Est-ce que sur le long terme, j'aurais besoin d'une fonctionnalité très spécifique, de quelque chose de vraiment très complexe qu'on n'a jamais vu ailleurs? Je prends une fonctionnalité, je vais prendre un exemple, un service de vente. J'ai déjà eu des propositions, des prospects comme ça, de vente en ligne, donc de livraison de repas, de pizza, etc., en pleine mer. Donc il faut faire, il faut faire de la géolocalisation, il faut faire de la validation via SMS, etc., etc. Voilà, si je sais qu'à un moment donné, je vais avoir une fonctionnalité si complexe que ça, ou par exemple, j'aimerais que sur les publications Instagram que j'ai, quand on laisse un commentaire, ce commentaire-là soit récupéré via une API et s'affiche sur mon site. Ce type de fonctionnalité-là, si tout notre projet tourne autour de ce type de fonctionnalités qui sont très complexes, qui se rajoutent en plus au e-commerce, à ce moment-là, moi, je recommanderais quand même de passer sur de l'open source. Sur du Shopify, c'est pas impossible de faire ça, mais c'est quand même plus complexe. Il faut faire des applications sur mesure pour ça, les héberger sur des clouds, et les mettre en ligne sur d'autres serveurs pour qu'elles communiquent avec Shopify. Voilà, sur de l'open source, tout est fait sur le même serveur, donc c'est beaucoup plus simple sur ce type de fonctionnalité. Donc globalement, il faut vraiment déjà dans notre projet voir quel type de fonctionnalité on va avoir. Si on reste sur l'e-commerce classique, Shopify c'est tout à fait cohérent et tout. Mais comme je le disais plus tôt, si sur un Shopify à un moment donné on s'aperçoit qu'on a un catalogue qui commence à être vraiment trop gros, on commence à voir que on a besoin de changer. Alors oui, une migration est possible, mais là en fait ça va vraiment dépendre de la taille de notre catalogue. Ça va dépendre. Voilà, si on a 3000 produits, c'est pas pareil que si on fait une migration avec 2-3 produits, quoi. Donc le point important, c'est vraiment qu'au moment où on définit son business plan, on choisit pas le CMS comme un outil qui va permettre de vendre, mais il faut vraiment intégrer toute la stratégie de l'entreprise dans le choix du CMS. Il faut vraiment établir un cahier des charges poussé en se disant aujourd'hui je prévois de démarrer comme ça, phase 2, phase 3 et surtout voir si en face l'outil va bien correspondre aux évolutions qu'on veut faire. À la limite, je pense qu'on peut tout faire sur tous les systèmes, mais il va y avoir une répercussion sur le coût derrière. Exactement, c'est surtout au niveau du coût et de la maintenance. Donc les logiciels propriétaires, il y a moins de maintenance, il y a moins d'entretien, mais il y a peut-être un coût de développement un peu plus élevé lorsqu'on va vraiment développer des fonctionnalités bien précises. À l'inverse, l'open source, développer des fonctionnalités précises, c'est pas trop coûteux forcément au début. En revanche, après, il faut l'entretenir, il faut les mettre à jour, il faut vraiment faire en sorte que... Donc, avec le risque que ça plante et que on perde du chiffre d'affaires parce que... Voilà. Donc une migration entre les sites sont possibles. Tu m'as posé la question, est-ce que comment on fait quand on a une migration, on a un site qui est en ligne et on veut créer un autre site, ça globalement après ce type d'intervention, je recommanderais plutôt de passer par des professionnels et de pas le faire soi-même, de passer par une agence ou un freelance. Moi, ce que je ferais, c'est qu'il y a un site en ligne qui vend des produits, on va développer un site en local sur un hébergement, un environnement de développement où on va développer le site, il sera pas encore en ligne et à ce moment-là, on le mettra en ligne sur un serveur, puis on fera pointer le nom de domaine du site actuellement en ligne vers le nouveau serveur. C'est comme ça que le changement simplement se fera, mais naturellement après pour récupérer les informations, les données, ça va dépendre naturellement de la taille du catalogue. Un catalogue de 3000 produits, comme je disais, on va essayer de récupérer des fichiers CSV, on va essayer d'exporter ça comme ça. À l'inverse, un catalogue de 5 produits, on va le faire manuellement, on va récupérer les photos manuellement, les textes manuellement. Donc prévoir aussi que ça va avoir un coût à anticiper dès le départ. Alors justement, ça me permet de faire la transition avec la partie tarif. Il y a plusieurs offres disponibles sur le marché. Soit on fait appel à une agence de com qui va, une fois le cahier des charges établi, définir un devis et produire la boutique en ligne, proposer également derrière l'entretien au quotidien. Et on a des offres au mois, on a de tout. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Et alors il y a des standards au niveau de ce que peuvent proposer la plupart des agences ou des freelances. Il y a des prix freelance qui sont peut-être souvent moins coûteux que les prix d'agence parce que forcément il y a des structures et il y a plusieurs personnes à travailler sur un même projet dans une agence. Mais globalement, il n'y a pas réellement de prix étalon comme ça que je pourrais sortir des tarifs parce que en vérité,
il y a des agences qui vont faire travailler des stagiaires sur un site. Donc à ce moment-là, on va les payer très cher, mais on va avoir un site fait par des personnes qui n'ont pas beaucoup d'expérience. À l'inverse, il y a des freelances qui seront très peu coûteux, qui auront besoin d'un projet sur le moment et qui vont pouvoir proposer un site à des tarifs ultra avantageux alors qu'ils ont 20 ans d'expérience. Là ici, il faut trouver le bon interlocuteur, je pense, et en fait réussir à lui faire confiance, réussir à trouver le bon arrangement avec lui. Mais globalement, oui, il existe plein de solutions tarifaires, que ce soit payer le site en plusieurs fois, payer le site en acompte puis en solde. Et pour les autres qui proposent des abonnements à 29 € par mois, vous avez votre propre site, vous le développez vous-même. Qu'est-ce que tu penses de ça Là, globalement, on arrive sur comme une solution propriétaire, comme un Shopify, presque de la refacturation du Shopify. Les offres comme ça où on paye pas un site directement, en général, c'est souvent du Shopify parce que c'est rapide à faire pour le développeur. Donc forcément, quand on se dit je peux être abonné à 100 € par mois et tester un produit sur le marché avec ce freelance qui me permet de faire ça, il faut se dire que le site il sera pas exceptionnel non plus. Ce sera pas un site développé sur mesure pour vous. Ce sera un modèle qu'il va réutiliser avec tous ses clients et il va tester votre produit avec sur le marché. Donc dans un sens, ça peut être bien si on veut lancer rapidement, ship fast. On veut vraiment faire en sorte que de tester tout de suite le produit sur le marché avec les consommateurs, voir comment ça réagit, voir déjà les premiers retours. Dans le cas où on est un peu plus conservateur, on a envie vraiment d'avoir notre propre solution et de pouvoir la faire évoluer petit à petit. Là, je recommande plutôt de l'open source et à ce moment-là, le coût, je pense, de développement de base sera peut-être un peu plus coûteux, mais si on n'a pas beaucoup de fonctionnalités, quoi qu'il arrive, l'open source sera plutôt, je pense que ce sera bénéfique par rapport à un logiciel propriétaire qui va nous demander un abonnement récurrent sur plusieurs années, un abonnement Shopify, un abonnement, donc un des plus gros abonnements. Si on est à 200 € par mois, sur plusieurs années, ça va vraiment coûter. Oui, voilà, il faut faire des ventes derrière. Alors Salim, la question maintenant, c'est pourquoi ça fonctionne ou pas? On l'a dit précédemment, créer une boutique en ligne est à la portée de tous, mais quand on regarde la réalité, très peu arrivent à vendre suffisamment pour passer un certain cap. Alors la différence se joue pas forcément sur le produit, mais souvent sur la manière dont c'est présenté. Alors est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les raisons pour lesquelles un site va fonctionner ou ne va pas fonctionner? Alors déjà, pour reprendre un peu ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, on parlait des CMS et du choix du CMS. Globalement, peu importe le CMS qu'on va choisir, si on applique les bonnes pratiques sur notre site, normalement, peu importe le CMS qu'on choisit, open source, propriétaire, Shopify, Wix ou Squarespace, globalement, même si on va être pour certains CMS limités dans nos choix, si on applique les bons choix, ça devrait fonctionner. D'accord. Alors, qu'est-ce qui peut faire en sorte que un site va mieux marcher qu'un autre? Globalement, et principalement, c'est ce que va vous dire n'importe quel, on va dire, expert e-commerce, ça va être d'avoir une bonne proposition de valeur. C'est-à-dire quand on vend un produit, si je vends un produit cosmétique, je ne vais pas mettre en valeur en priorité. On va le faire par la suite, bien sûr, mais en priorité, ce que doit voir en premier le client, c'est la proposition de valeur. C'est-à-dire, au lieu de dire mon produit, il est naturel, sans éléments toxiques, il est éco, etc. Avant de mettre ça en avant, on va d'abord mettre en avant ce que va rapporter le produit au client. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il lui apporte au quotidien, comment il va se sentir grâce à ce produit, quand il le consomme, comment il va être, quel débouché ensuite il va avoir avec ce produit, comment il va le vivre au quotidien. Voilà, c'est vraiment qu'est-ce que le produit apporte au consommateur et que le produit de la concurrence ne va pas forcément apporter. Donc il y a un gros benchmark à faire, une étude de marché, encore une fois, dans le business plan, avant de créer la boutique en ligne, comment on va la présenter et surtout quels sont les arguments forts qu'on va pouvoir mettre en avant. Par expérience, mais ça c'est tout à fait cohérent. C'est normal de la plupart des personnes qui se lancent dans l'e-commerce, c'est qu'elles ont une idée de produit, elles s'accrochent à cette idée de produit et elles considèrent que cette idée pour elles leur conviennent et donc forcément elles veulent la lancer telle quelle sans forcément prendre en considération le marché, les consommateurs, ce dont ils ont réellement besoin. Donc on va plutôt tourner toute notre axe marketing autour, en fait ça va graviter autour de notre produit, de la vision de notre produit. Alors qu'en vérité, ce qu'il faudrait faire vraiment pour se lancer sur l'e-commerce, c'est plutôt regarder ce qui se passe sur le marché, voir toujours avec de l'émotion par rapport à notre produit, par rapport à notre personne. On va pas juste lancer un produit comme ça pour que ça marche, mais lancer quelque chose qui nous concerne réellement. Mais globalement, il faut quand même le faire dans un axe où on va se renseigner d'abord sur le marché, sur la concurrence, sur ce qui se fait. Donc, en vérité, il faut d'abord penser aux consommateurs avant de penser à nous-mêmes. Et c'est ce que font l'inverse la plupart. Et c'est pour ça que... Alors voilà, ça m'amène à la question suivante. Quelle est l'erreur principale que peuvent faire les clients que tu rencontres? Je dirais, il n'y a pas une erreur principale. C'est un ensemble de choses qu'on va pouvoir faire qui vont effectivement ralentir un peu la consommation sur le produit, qui vont
voilà, s'ils vont éviter la transformation du prospect qui vient sur le site. Mais globalement, sur un site, on a la proposition valeur qui est la chose la plus importante, mais après, on a plein d'autres aspects, qu'elles soient au niveau marketing ou technique. Le site, il doit être vraiment carré. Donc, il faut que ce soit un site premium. Quand je dis premium, même si c'est un site grand public, il faut que ça reste premium. Amazon, par exemple, c'est du très grand public. Ça apparaît, voilà, c'est pas forcément très beau ou quoi, mais ça reste premium. Ça reste très bien conçu. Donc, il faut imaginer ça comme ça, les choses où quand on a un site, on a notre image de marque. Encore une fois, qu'elle soit premium ou grand public, il faut qu'elle soit bien restituée sur le site, avec le logo, les bonnes couleurs. Si on arrive sur une page, un jour elle est bleue, le lendemain elle est verte, bon bah on va se dire mais comment ça se fait? Si on a un Instagram qui présente la marque d'une certaine façon et quand on clique sur le site, on arrive et c'est pas du tout présenté pareil, on va pas forcément passer le cap de l'achat. Mais globalement, on a une bonne présentation de la marque, une bonne présentation du positionnement, savoir à qui on s'adresse. Il faut que le client comprenne qu'il n'est pas là pour rien en fait, qu'il est là parce qu'on s'adresse à lui directement. Donc ça, c'est pour tout ce qui est aspect visuel et marketing. Mais au-delà de ça, on a pas mal d'autres éléments. On a les éléments de réassurance, donc tout ce qui va être une garantie de livraison rapide, une garantie de paiement sécurisé. On va avoir tout ce qui est retour client, donc la crédibilité, donc mettre en avant les retours de nos clients, les avis positifs que les clients ont pu laisser. Donc ça, c'est vraiment un tout qui va faire en sorte que le prospect qui arrive sur le site, il va facilement se sentir visé, se sentir concerné, ça va lui plaire et à ce moment-là, c'est là où on va pouvoir susciter l'intérêt pour acheter. Alors ça, c'est ton retour d'expérience personnelle. Est-ce qu'en général, les créateurs qui viennent te voir ont une idée claire de tout ce qu'ils veulent mettre en place? Est-ce que tu as l'impression qu'ils ont déjà fait tout ce travail nécessaire à une bonne visibilité et à l'efficacité de leur site, ou est-ce que toi, tu les accompagnes également? J'ai différents profils de clients. J'ai certains clients qui effectivement, ils ont déjà leur idée en tête et ils sont déjà très marketing en eux-mêmes. Bon, après, ils ont des marques qu'ils aiment bien, des concurrents, même forcément pas forcément des marques qui sont très connues, mais vraiment voilà, des petites marques qui commencent à marcher, auxquelles ils s'intéressent. Et je pense que ça, c'est la meilleure option si on veut lancer son propre site, c'est de voir par rapport aux autres marques qu'est-ce qui est intéressant et de se documenter soi-même, de voir quels sont les outils marketing, qu'est-ce que comment ça se fait qu'on achète sur un site, qu'est-ce qui nous fait acheter, quelles offres nous font acheter. Voilà, il y a pas mal d'outils marketing qui peuvent être utilisés, qu'ils soient plus ou moins agressifs. Par exemple, un outil marketing qui est très connu, c'est l'urgence. Attention, pas beaucoup en stock, ou attention, promo qui s'arrête dans quelques jours. Bon, on a envie d'acheter comme ça. Mais voilà, la plupart de mes clients n'ont pas forcément conscience de tout ça. Donc j'ai plusieurs profils. J'ai le profil du client qui sait ce qu'il veut sur la page du produit. Il veut la vente par lot. Il veut pouvoir panacher ses lots. Il veut pouvoir avoir une description bien précise du produit avec des accordéons, des petites images. Il a vraiment déjà une vision et à ce moment-là, il me la communique et je peux effectivement la mettre en place sans problème. À l'inverse, j'ai aussi le client qui, lui, il a simplement son idée de projet. C'est ce que je disais. Je fais référence plutôt aux personnes qui ont juste un produit à vendre et qui veulent vendre ce produit, le mettre en place sur le marché. Ils savent pas comment le mettre en avant, le mettre en valeur. Et ils n'ont pas forcément étudié la question. Eux, ils veulent juste le mettre en avant. Et moi, je suis là, effectivement, pour les accompagner, pour leur donner les meilleures clés et mettre en place, d'un point de vue technique ou visuel, les meilleures solutions qui seront le plus adaptées pour la vente de ce produit-là. Est-ce que des fois, tu as l'impression d'être un petit peu en train de remonter le courant face à un créateur qui vient de voir, justement, c'est celui qui a l'idée bien précise et qui te dit, je veux que ce soit comme ça, et toi, tu sais par expérience qu'il va dans le mur? Alors oui, ça peut arriver, surtout au niveau du positionnement, si on n'a pas fait d'études de marché, si demain on veut vendre, je sais pas moi, des stylos en plastique à 500 €, bon ça va pas se vendre quoi. Je veux dire, il y a un moment, il y a forcément un positionnement, à qui s'adresser, où est-ce qu'ils sont sourcés. Voilà, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Mais après moi de mon côté, en tout cas, titre personnel, par expérience, je n'ai jamais eu des clients qui étaient complètement à côté de la plaque. En général, les personnes qui investissent dans des marques, qui veulent lancer une marque, ils comprennent un peu quand même comment ça fonctionne. Ils ont quand même une comparaison avec le marché, avec des concurrents. Donc, de ce côté-là, c'est pas trop problématique. Mais c'est vrai que oui, j'ai déjà eu à dire à certains clients, cette solution-là qu'on va mettre en place, vous allez devoir la payer donc à moi ou même en entretien à terme, ou même si vous faites appel à un autre développeur, vous allez devoir la payer tant. Je donne un exemple bête, mais un guide détail bien personnalisé pour chaque produit. C'est-à-dire par exemple un site de vente de vêtements, on a vraiment plein de produits pour hommes, pour femmes, etc. On veut un guide détail pas général, on veut un guide détail pour chaque produit. À ce moment-là, il faudra développer une solution qui va injecter un guide détail spécifique à chaque produit. En coût de développement, de maintenance, de structure, c'est très compliqué
complexe. Et dans ce contexte, moi je dirais, c'est pas la peine, revenez en arrière, faites simplement un guide détail généraliste pour tout votre site et ça sera très bien. C'est comme ça que font les concurrents. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue. C'est souvent ça que je dis. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Si un site de concurrent fait comme ça et que ça marche extrêmement bien, autant commencer comme ça. S'en inspirer, Voilà, tester sur le marché comment ça fonctionne et après à ce moment-là, effectivement, si on voit que ça fonctionne bien et qu'on peut ajuster certains éléments, pourquoi pas le faire. Mais dans l'absolu, moi je recommanderais quand même de démarrer vraiment classique et de pas aller trop loin avec des trop grosses fonctionnalités parce que ces fonctionnalités-là, d'un point de vue technique, soit elles seront pas coûteuses à mettre en place, mais donc elles seront pas performantes, pas intuitives. Donc ça c'est bien, hein, on peut dire oui, moi je veux, j'ai tant de budget pour cette fonctionnalité-là, je la veux absolument, mais j'ai pas beaucoup de budget, donc j'ai ce budget-là. Moi je peux la mettre en place, hein, mais elle sera peut-être pas assez performante, elle sera pas assez fidèle à votre vision à la base. Alors qu'à l'inverse, si on a un budget illimité, effectivement, on peut avoir une fonctionnalité, mais est-ce que ça va vraiment nous rapporter plus de ventes? Ça, je ne sais pas. C'est ça la question. Alors justement, pour que ça rapporte plus de ventes, on va parler maintenant du référencement, qui est hyper important. On peut avoir la plus belle boutique au monde, les meilleurs produits, les meilleures photos. Si personne ne vient sur le site, il se passe rien. Et c'est souvent là que beaucoup de e-commerçants se trompent. Ils se concentrent uniquement sur la création du site, mais oublient complètement la visibilité. Hein. C'est la partie arrière de la vitrine. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, sans acquisition, une boutique peut rester totalement invisible en fin de compte. Hein. Je faisais un jour dans une interview le comparatif avec le commerce de proximité. Vous ouvrez une boutique dans une rue retirée du centre-ville et vous faites en sorte que personne ne sache que la boutique s'y trouve. C'est exactement oublier de faire son référencement en fin de compte. Dans le e-commerce, c'est exactement pareil. Il y a la boutique e-commerce, il faut qu'elle soit fonctionnelle avec toutes les règles à respecter, mais surtout, il va falloir la faire connaître et montrer son existence. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du référencement et notamment, c'est la ref aujourd'hui par rapport à Google. Qu'est-ce qu'il faut prévoir? Alors, donc pour faire encore référence au sujet du début, donc du CMS, globalement, ici, il n'y a pas réellement de grande différence entre les deux CMS principaux que les gens vont utiliser, c'est WordPress et Shopify en termes de référencement. Je pense que sur les deux, on a vraiment une flexibilité où on peut faire absolument ce qu'on veut, mais sur certains CMS, notamment Squarespace par exemple, Wix, on va avoir une forme de référencement qui va être moins flexible, on va avoir moins de possibilités de mettre en avant les éléments de notre page, donc je vais l'expliquer, mais globalement pour le référencement, pour faire en sorte que le site soit indexé sur Google, sur les robots de Google, et que quand on tape un mot-clé, quand un client tape un mot-clé, il puisse trouver une de nos pages pour pouvoir se rendre sur notre site, globalement effectivement il faut référencer le site, il faut permettre à Google déjà d'explorer le site, avant tout, globalement, même sans référencement, c'est-à-dire même sans vouloir avoir une volonté de référencer le site, même en le laissant tel quel, en le laissant tranquille, globalement, Google va, quoi qu'il arrive, scanner le site. Il va passer, donc on appelle ça du crawl, il va passer ses robots, vont scanner le site et vont scanner chacune des pages du site, vont voir à qui la page s'adresse, quels sont les mots-clés de cette page, quel est le sujet de la page, qu'est-ce que les images représentent. À ce moment-là, Google va indexer quoi qu'il arrive le site. Mais forcément, on va dire que le référencement qu'on va faire nous en tant que développeurs va justement faciliter cette recherche de Google. Et booster un petit peu le nombre de scrolls. Tout à fait. Et de crawl. Et naturellement, en fait, il va permettre de faire en sorte que quand Google crawl la page, il va pouvoir, donc en fait il analyse simplement la page, que ce soit la page que voit le client, mais aussi le côté back, donc c'est-à-dire le code directement de la page. Quand il analyse, on va pouvoir lui mettre dans la page directement, sans que le client le voit bien sûr, le titre de la page, donc on va appeler le meta title, la description également de la page, une description courte, la méta description. Ça, ce sont des éléments quand on tape un mot-clé sur Google et qu'on recherche par exemple vélo, on va voir des sites, on va voir le titre du site, qui est donc le meta title, et une petite description en dessous qui vient expliquer précisément en fait de quoi va parler la page. C'est la métadescription. Ça, ce sont des choses que c'est pas Google qui décide, c'est vraiment nous qui avons décidé quoi donc mettre. C'est à la charge du e-commerçant. Quand il conçoit son site, il va devoir travailler cette partie-là et travailler ces fameux... Ces balises, sont des balises. Donc globalement, sur le référencement organique, on a deux grands axes principaux qui sont donc le référencement, le SEO technique, donc la configuration de ces balises. On a d'autres types de balises. On a par exemple l'open graph, quand on envoie sur WhatsApp, Facebook, Instagram, le lien d'un site, souvent on a une petite image accompagnée. Ça c'est l'open graph, cette image on peut aussi décider pour chacune des pages quelle image on met. Donc ça c'est le référencement technique. Oui, alors c'est naturel, c'est naturellement, c'est mais important, parce qu'il y a les deux. Voilà, c'est le SEO, mais ça c'est le côté technique du SEO. Et ensuite il y a le SEO on page, c'est-à-dire
qu'est-ce qu'on fait apparaître sur la page pour que Google relie à la fois les informations techniques qu'on a mis, les balises, au vrai contenu réel de la page. Donc ça va être tout ce qui est mots-clés. Donc une vraie recherche des mots-clés. Il y a des outils qui existent, des logiciels qui existent, qui permettent même de voir au niveau de la concurrence quels sont les mots-clés qui sortent le mieux, quel mot-clé va faire sortir quel site. On a vraiment plein d'outils pour prenons ça. l'exemple du vélo, mots-clés. Le vélo, mots-clés, là ça va être... en fait ça va dépendre. C'est quoi comme vélo? Qu'est-ce qu'on veut référencer? C'est ça aussi. Parce que est-ce qu'on vend des vélos? Est-ce qu'on est plutôt une réparateur de vélo? Réparateur de vélo? Est-ce on fait de la location de vélo? Est-ce qu'on fait de la balade en vélo? Et c'est à ce moment-là, en fait, le mot-clé, on va devoir y réfléchir. Par exemple, vélo en carbone. Bon, par exemple, quelqu'un est intéressé par un vélo carbone, je vends des vélos en carbone, il faut absolument que carbone apparaisse sur ma page. Si carbone n'apparaît pas sur ma page, là, pour le coup, c'est vraiment dramatique, quoi, parce que ça va pas sortir. On passe à côté, complet. On passe à côté. Ouais. Donc, le référencement on-page, ça passe par certains axes principaux. Ça va être les titres, donc les hiérarchies de titres. Hein. Donc, on va appeler ça les HN. Donc, ça va être de H1 à H6, le titre principal étant le H1. Et ensuite, on va avoir différentes sections sur la page qui vont être exprimées par des titres différents, donc H2, H3, etc. On va avoir les paragraphes. Et ensuite, on va avoir des mots-clés qu'on va mettre dedans, des mots-clés qu'on peut mettre en gras également. Et tout ça, ça va être vraiment une grande aide à Google pour comprendre ce qu'il y a dans la page, notamment avec les images aussi. On peut mettre du texte alternatif sur les images, dans lesquels on va pouvoir exprimer ce que représente l'image, comme ça Google peut la visualiser. Donc ça, c'est pour ce qui est le référencement naturel, globalement. Et il y a des outils d'analyse sur les CMS qui permettent de savoir, avec des curseurs vert, orange ou rouge, si telle ou telle pratique a été faite correctement. Globalement, oui. Surtout les CMS, donc là, ça va varier en fonction du plugin qu'on va utiliser ou de la solution qu'on utilise. Sur WordPress, on a plusieurs plugins, Yoast SEO, Rank Math, etc. Et globalement, oui. La plupart de ces outils-là, ils sont gratuits, ils peuvent nous permettre d'avoir un retour un peu sur notre page, hein, si notre page est bien, si elle est bien rédigée, parce qu'il y a aussi ça, une analyse de lisibilité en général, savoir si il y a bien les tournures de phrases sont bonnes, parce que c'est important en fait que Google puisse lire la page et la comprendre pour pouvoir la référencer. S'il ne la comprend pas, si on met des mots aléatoires, des mots clés qui n'ont pas de sens, parce que à ce moment-là, on pourrait se dire, moi je vais faire en sorte de créer une page, donc le SEO on page que je vais mettre dans le titre, qui n'a vraiment pas de sens en termes de quand on le lit, ça n'a pas vraiment de sens. Hein, ce sont juste des mots-clés additionnés les uns après les autres. Ça, Google, s'il peut pas le lire comme un vrai être humain, il va pas le recommander à un humain. Il faut qu'un humain puisse accéder à cette information, la lire et la comprendre. Donc c'est ça aussi, c'est important. Google, son intérêt, lui, c'est de montrer aux clients qui utilisent Google, parce que Google, c'est quand même une entreprise. Donc moi, j'utilise Google. En tant que client, je veux continuer à utiliser Google et Google veut continuer à ce que je l'utilise. Donc forcément, il va essayer de me donner les résultats les plus pertinents par rapport à ma recherche. Et alors, à partir du moment où on a tout fait ça bien correctement, on admettons tous les curseurs au vert, la question qu'on me pose souvent, c'est au bout de combien de temps, à partir du référencement naturel, Google va commencer à me faire remonter? Alors là, ça va vraiment varier par rapport au travail de recherche qu'on a fait. Globalement, il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser pour un peu booster ça. Donc c'est déjà la Google Search Console, ça va être le site officiel de Google dans lequel on va pouvoir lui envoyer le contenu de notre site, hein, donc via un sitemap, donc c'est-à-dire vraiment la structure, l'arborescence de notre site. On va pouvoir lui envoyer et lui demander de rechercher certaines URL, de les indexer plus rapidement, comme la page d'accueil, la page de notre produit. Voilà, il y a certaines URL qui sont intéressantes à indexer. À l'inverse, il y a d'autres URL qui seraient peut-être un peu moins intéressantes. Les mentions légales, les politiques de cookies, tout ça, par exemple, c'est peut-être moins pertinent. Une fois qu'il est fait référencer, donc indexé, que les pages, elles existent sur Google, quand on tape le mot-clé, là, ça va dépendre hein, de la pertinence des mots-clés qu'on a mis, de la pertinence des éléments qu'on a mis dans le site, est-ce qu'on a bien mis le mot-clé dans le titre, dans le paragraphe, etc. Mais globalement, en tout cas, l'indexation des pages, elle peut se faire en 1 ou 2 semaines, hein, maximum. En 1 ou 2 semaines, on peut déjà commencer à sortir dans les résultats de recherche. Après, pour remonter dans les résultats, ça dépend de la concurrence, ça dépend de la concurrence, ça dépend du marché, du secteur en lui-même. Forcément, si on est le seul à vendre un stylo couleur pourpre, si on tape stylo pourpre, il y a de plus de chances qu'on remonte rapidement. Qu'on remonte dans la première page. Alors qu'à l'inverse, si on vend simplement table pour être dans la première page de table, là par contre c'est autre chose. On est obligé de passer sur de référencement payant. Ouais. Oui, quasiment, ou en tout cas être un géant vraiment comme un Amazon ou comme un Cdiscount pour vraiment faire ressortir les résultats le plus haut. Mais voilà, c'est compliqué. Donc on parle souvent de SEO, SIA, donc référencement naturel et référencement payant, comme des piliers du e-commerce depuis des années. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée massive de l'intelligence artificielle, certains commencent à dire que ces modèles pourraient évoluer, voire même devenir obsolètes. De plus en plus d'utilisateurs passent par des assistants IA pour chercher des produits, comparer
comparer et se faire recommander sans forcément passer par Google ou des publicités classiques. Ça pose une vraie question pour les e-commerçants. Est-ce qu'on est en train de vivre un changement de paradigme, de modèle? Selon toi, est-ce que le SEO, le SIA vont perdre de l'importance face à l'émergence des solutions développées par l'IA? Alors, à titre personnel, je ne pense pas que le SEO ou le SIA tel qu'il est actuellement va complètement s'effacer au profit de la recherche IA, tout simplement parce que ça reste quand même une base pour la structure de notre site, c'est-à-dire que le SEO, autant technique en mettant les balises de titres et de description, que le SEO on-page en mettant des titres et des paragraphes et des mots-clés, ça globalement ça reste quand même une base, que ce soit pour le client ou pour des robots. En fait, le crawl de robots, en fait le scan des bots de Google ou maintenant aujourd'hui de OpenAI avec ChatGPT, d'Anthropic avec Claude, globalement ça reste les mêmes scans en fait, hein, c'est simplement des robots qui vont lire des pages. Mais ces pages, il faut quand même qu'elles soient bien conçues, qu'elles soient pertinentes, qu'on parle bien du bon sujet, qu'on ait bien les bons mots-clés et qu'on ait effectivement les bons titres et les bonnes métadescriptions. Donc automatiquement, moi je pense que ici ça va forcément évoluer, il va forcément avoir une forme d'évolution où on va beaucoup plus utiliser l'IA directement pour avoir des recommandations de sites que passer par Google. Moi je pense que je passe quasiment plus par Google pour trouver un site. Mais effectivement, au final, la démarche, ce que Google va faire pour trouver le site qui nous intéresse, c'est simplement de le scanner et de lire le contenu du site. L'IA va pas faire beaucoup plus en fait, elle va faire exactement la même chose, elle va scanner. J'ai d'ailleurs, on en parlait aujourd'hui, moi je remarque souvent sur mon serveur, donc sur mon serveur dédié, je remarque des scans d'IP et je me dis mais c'est quoi cette IP qui scanne toutes les pages de plein de sites que j'héberge, je comprends pas, elle les scanne très rapidement et tout, est-ce que c'est un bot malveillant, qu'est-ce qui se passe? Je passe l'IP sur un site qui me dit à qui elle appartient et je vois que c'est au serveur d'Anthropic, de Claude, de ChatGPT. Donc globalement, ce que font actuellement encore aujourd'hui tous ces LLM, hein, donc toutes ces intelligences artificielles, ces chatbots, c'est exactement ce que fait Google, c'est-à-dire scanner les sites pour pouvoir les référencer dans une base de données, pour pouvoir faire en sorte de les recommander aux clients qui tapent le bon mot-clé. Oui, puis on est qu'au début de toute façon de l'IA, donc il va y avoir des nouveaux leviers certainement qui vont arriver sur le marché pour que l'une se distingue par rapport à une autre. C'est ça. Alors est-ce que à terme Gemini, lorsqu'on va faire de la pub, donc du SEA, des campagnes Google, est-ce que Gemini, le robot de Google, va nous recommander plutôt un site qui a plus payé qu'un autre? Ça, c'est peut-être possible dans 5-10 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, actuellement, il le fait déjà, en tout cas, avec son moteur de recherche classique. Donc pourquoi ne pas le faire avec son IA? Pour l'instant, il me semble qu'il le fait pas. Pour l'instant, un site qui paye ne va pas forcément être plus recommandé qu'un site qui ne paye pas. Je ne crois pas, en tout cas pour le moment. Un petit retour en arrière, on va parler d'hébergement. C'est un élément beaucoup plus discret, souvent négligé et absolument essentiel. C'est lui qui va déterminer la vitesse de chargement, la stabilité du site et même parfois, on en revient au référencement Google. Et derrière ce sujet, il y a une notion que peu de gens maîtrisent au départ, c'est la différence entre un serveur mutualisé et un serveur dédié. Pourtant, ce choix a un impact direct sur l'expérience client et donc sur les ventes. Est-ce que tu peux nous expliquer simplement la différence entre un hébergement mutualisé et un serveur dédié et surtout dans quel cas il est important d'investir dans telle ou telle solution? Donc le choix de l'hébergement, déjà il se fera uniquement sur un outil open source. Le choix de l'hébergement ne se fait pas sur un Shopify ou un Wix ou autre. Justement, encore une fois, vu que c'est un logiciel propriétaire, ils gèrent eux-mêmes l'hébergement. On n'a pas besoin de gérer ça, on n'a pas besoin de faire appel à un hébergeur. Je peux en citer un ou deux français, par exemple OVH, Ionos. Dans le cas d'un open source, là c'est vrai qu'on va avoir un choix qui va être déterminant selon moi. Ce sera donc l'hébergement, savoir où mettre le site directement sur quelle machine. Globalement, un serveur d'hébergement, faut vraiment se le représenter comme un ordinateur. Un simple ordinateur portable pourrait être un serveur d'hébergement. C'est simplement un ordinateur qui ne se coupe jamais, qui s'éteint jamais, qui est toujours actif et qui va recevoir des requêtes. Donc quand on veut afficher une page web, on va se connecter au serveur, donc c'est pour ça qu'un serveur a une adresse IP, on se connecte et finalement c'est ce serveur-là qui va nous servir les pages. Globalement c'est très vulgarisé mais c'est ça. Naturellement, un serveur mutualisé par rapport à un serveur dédié, c'est littéralement dans le nom, un serveur mutualisé ça va être un ordinateur, donc vraiment un ordinateur, ce qui compose l'ordinateur, son disque dur, etc. sur lequel il va y avoir des dizaines voire des centaines de sites. Sur un seul ordinateur. Un serveur dédié à l'inverse, c'est un seul ordinateur pour un seul site. Donc automatiquement, là, on pourrait faire une analogie rapide qui est, dans un immeuble, si on a plein de résidents, plein de locataires de cet immeuble qui allument en même temps tous l'eau chaude, par exemple, il y a un moment où elle sera un peu plus froide chez quelqu'un d'autre. Il y aura un peu moins d'eau, peut-être un peu moins de débit d'eau. S'ils allument tous en même temps, l'eau, elle va sortir goutte par goutte. S'ils éteignent tous, il y en a qu'un qui l'allume, il va avoir beaucoup plus d'eau. Donc forcément, finalement, le débit,
là en l'occurrence on parle d'eau, mais si on parle par rapport au site, le débit, la bande passante, la capacité du site à nous servir les pages, donc le temps de chargement, dans le cas d'un serveur mutualisé, va vraiment varier par rapport au nombre de sites qu'il y a dessus, comment il est géré, quelle est l'infrastructure, quelles sont les capacités de ce serveur. Et malheureusement, pour la plupart des hébergeurs, quand on prend un serveur mutualisé, l'avantage c'est que c'est pas cher du tout, mais l'inconvénient c'est qu'on ne sait pas vraiment les capacités de ce serveur, on ne sait pas vraiment quelle capacité on va avoir pour nous. L'inverse d'un serveur dédié, ou par exemple un VPS, donc ça va être un Virtual Private Server, donc ça va être plutôt un serveur qui va être effectivement sur une machine qui va partager plusieurs sites, donc on va avoir plusieurs environnements virtuels sur une seule machine, mais chacun de ces environnements virtuels va vraiment avoir ses propres capacités. Il va pas les partager avec d'autres. Globalement, c'est à peu près la même chose qu'un serveur dédié. Globalement, sur un serveur dédié, on va avoir accès à toutes les capacités qu'on nous donne, qu'on nous vend sur le papier. Si on nous donne 8 cœurs de CPU, donc 8 cœurs de processeur, on va les avoir. Si c'est 32 Go de RAM, on va les avoir pour nous et on va pouvoir les utiliser pour notre site, pour les requêtes, etc. Sachant qu'une requête, donc quand je dis une requête, c'est quelqu'un qui clique sur une page, quelqu'un qui ajoute un produit au panier. Une requête comme ça dure que quelques millisecondes. Donc sur un serveur, c'est pas beaucoup. Mais imaginons que sur un serveur mutualisé où il y a des centaines de sites, donc des centaines de milliers de requêtes toutes les millisecondes, forcément, on est obligé de brider, entre guillemets, chaque personne à ses propres capacités. Donc, ça peut ralentir notre site s'il y a beaucoup de monde qui vient. D'autant plus que même si notre site n'est pas trop fréquenté, on pourrait avoir, dans le cas d'un serveur mutualisé, un site que la personne qui, même si son site n'est pas trop fréquenté, va se dire, tiens, aujourd'hui, je veux mettre 200 gigas de photos 4K sur mon site, je veux les upload comme ça dans l'après-midi. S'il fait ça, ça va plomber tout le serveur. Ouais, c'est ça, tout le monde est planté. Tout le monde est planté, ça va faire des erreurs de partout, pour tout le monde ça va faire des erreurs 500, 502, des erreurs internes, et ça va vraiment provoquer des soucis. Si on fait une campagne de pub à ce moment-là, c'est très problématique, quoi. C'est pour ça qu'un serveur dédié, automatiquement, c'est beaucoup plus coûteux, jusqu'à 10 fois plus coûteux parfois, mais ce sera effectivement beaucoup mieux sur le long terme. Moi, en tout cas, à titre personnel, je ne recommande absolument pas, et pour personne, du serveur mutualisé. Même pour essayer un produit sur le marché, dans le cadre d'open source, il faut pas faire du mutualisé. Il faut partir sur au minimum un VPS. Bon, par contre, quand on choisit l'hébergement non mutualisé, on est en charge de l'entretien du serveur aussi. Alors qu'en mutualisé, il est partagé, c'est une offre packagée. Voilà, donc il y a plusieurs solutions dans le mutualisé, parce qu'il y a du mutualisé très bas de gamme, à hauteur de 3-4 euros par mois, donc c'est vraiment donné, quoi. On peut héberger le site pour une cinquantaine d'euros par an, quoi. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc il y a des offres mutualisées qui sont bas de gamme. Après, il y a des offres mutualisées un peu plus haut de gamme, dans lesquelles on va vraiment payer beaucoup plus cher. On va payer peut-être 20 euros par mois, 30 euros par mois, donc là c'est beaucoup plus cher. L'avantage c'est qu'on n'a absolument rien à gérer côté serveur, absolument rien. Et je sais que ça peut paraître se dire oui, mais si on doit gérer nous-mêmes serveur, c'est pas si grave de faire des mises à jour. Non, c'est un vrai travail, c'est le DevOps, c'est vraiment gérer une sécurité serveur, des mises à jour serveur, des attaques de bots, gérer la sécurité, gérer des tentatives de connexion. Il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en considération dans la gestion d'un serveur au quotidien. Donc dans le cas du mutualisé, l'avantage c'est vraiment qu'on n'a pas besoin de faire ce métier. Et dans le cas où on veut partir sur un serveur dédié, il faut tout de suite se former à être DevOps, parce que c'est vraiment un travail. Ou avoir un professionnel qui s'en occupe. Voilà, ou avoir un professionnel naturellement qui s'en occupe, et automatiquement c'est plus coûteux. Donc au-delà de payer simplement l'abonnement du serveur dédié qu'on va avoir, comme ça je dirais peut-être un bon serveur dédié, ça peut être 50 euros par mois quand même, donc ça peut quand même chiffrer au bout d'un moment, 50 euros par mois, c'est à la fin de l'année ça peut nous faire quand même plusieurs centaines d'euros à prendre en considération dans sa marge, dans ses produits, dans son chiffre. Globalement, en plus de ce coût-là unique, il faudra absolument comprendre un coût d'entretien sur le serveur, un coût d'entretien au niveau de... Il y a un budget moyen. Là je pourrais pas donner parce que ça dépend de la taille du serveur, du nombre de sites qu'il y a dessus, s'il y a qu'un seul site, combien de produits il y a dans le catalogue, parce que là aussi quelle taille il fait le site, il faut prendre en considération qu'il faut le sauvegarder le site aujourd'hui. Alors ça c'est à prévoir aussi effectivement. En mutualisé en général, il y a des sauvegardes multiples, mais quand on est en dédié, il faut prévoir aussi. Donc globalement c'est ça, sur le mutualisé, que ce soit vraiment le bas de gamme ou le premium. Donc le bas de gamme, on a ce qu'on appelle des snapshots, une sorte de copie du site qu'on peut venir remettre en place. S'il y a eu un problème sur notre site, un bug ou quoi, qu'on veut remettre une version antérieure, c'est possible. Sur des outils un peu plus premium, de mutualiser, il y a des solutions qui existent qui sont quand même plus coûteuses, ou c'est du mutualisé, mais qu'effectivement elles nous permettent d'avoir des sauvegardes quotidiennes qu'on peut remettre en place, que ce soit au niveau de la base de données ou des fichiers du site en eux-mêmes. C'est tout automatisé, c'est un clic et ça se fait tout seul. Sur le serveur dédié, là aussi, il faut écrire un script qui va se jouer tous les 2 jours ou tous les jours pour pouvoir enregistrer. Il faut pouvoir envoyer ça vers un serveur distant, un serveur cloud par exemple, que ce soit un Dropbox
dans le cas où on est un peu plus néophyte, où il y a des solutions qui existent, qui sont beaucoup plus complexes, des serveurs cloud qui nous permettent qui sont spécifiques au fait de sauvegarder depuis un serveur dédié. Et dans mon cas, moi je le gère pour plein de sites de mes clients, donc forcément c'est quelque chose que je fais passer, je le fais en même temps pour plus de sites. Mais si on devait le faire à chaque fois que uniquement pour un seul site, forcément peut-être le coût de développement serait trop élevé pour un seul site, ça c'est sûr. D'accord. Donc par rapport au fait d'investir pour une solution un peu plus performante, dans quel cas ce serait pertinent? Globalement, c'est si on a vraiment un projet d'envergure, c'est si on a un gros catalogue, qu'on sait qu'on va recevoir beaucoup de clients. Globalement, si on sait que dès les premiers 6 mois, on va faire de la communication avec des influenceurs qui ont plusieurs millions d'abonnés, qui vont nous rapporter beaucoup de prospects sur notre site, et directement qu'on prévoit de faire des dizaines, voire des centaines de commandes chaque jour, à ce moment-là, un hébergement, forcément, automatiquement, un mutualisé, ça conviendra pas du tout. Ce sera toujours plus intéressant, encore une fois, dans le cas de l'open source, de passer sur du serveur dédié et d'investir le budget nécessaire pour pouvoir le développer et le maintenir. C'est pour ça que souvent, beaucoup vont opter pour des solutions propriétaires comme Shopify, où il n'y a vraiment pas besoin de ce type de gestion. Shopify, par essence, c'est un système qui est performant dans le cas, parce qu'en fait, il y a toutes les logiques métiers de Shopify sont contenues dans Shopify, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en rajouter, on ne peut pas venir ajouter des fonctionnalités qui peuvent provoquer des soucis, qui peuvent être un peu plus longues que prévu, qui peuvent accéder à des éléments de base de données, qui peuvent corrompre certaines choses. Donc globalement, Shopify, c'est tellement carré que naturellement, lorsque on se connecte dessus, ça charge très vite. Et donc dans ce contexte, la performance sur Shopify, elle est automatiquement un peu plus élevée, même pour des petits projets. On a parlé des outils, des erreurs, des pièges. Maintenant, j'aimerais qu'on passe à quelque chose de plus concret, parce que beaucoup de personnes qui nous regardent sont en train de se lancer, ou soit déjà en activité, mais avec des résultats encore timides. Souvent, la vraie question, c'est par où commencer pour faire les bons choix sans exploser son budget. Pour lancer une boutique avec peu de budget, quelles sont les priorités absolues pour maximiser ses chances de réussite? Quels sont, selon toi, les 5 indispensables d'une boutique en ligne efficace aujourd'hui? Pour une boutique en ligne efficace, je pense que moi c'est mon avis, je priorise quand même le rendu visuel. Pour moi c'est important quand même quand on arrive sur un site qu'il soit bien conçu, que le logo soit bien mis en avant, qu'on comprenne ce que vend la marque, qu'il y ait des belles images de bonne qualité, qu'elles ne soient pas pixelisées. Ça c'est un premier point. Un second point selon moi c'est le côté responsive, c'est-à-dire avoir un site qui fonctionne sur tous les écrans, autant sur ordinateur, parce que souvent en tant que marchand, on va consulter uniquement le site via ordinateur étant donné que on est dans le back-office, on va gérer les commandes, on va gérer les clients, etc. Donc naturellement, on va tout le temps visualiser le site via ordinateur, mais je pense qu'il est quand même ultra important d'avoir conscience que la plupart des clients, je sais plus c'est combien le chiffre, on le disait un petit peu plus tôt, 80%, 85, peut-être 90% des personnes vont utiliser le mobile pour passer leurs commandes et pour visualiser votre site. Donc naturellement, le mobile, c'est un des piliers. Avoir une bonne interface qui s'affiche sur tous les téléphones, sur tous les formats de téléphone. Avoir une bonne ergonomie aussi, hein. Souvent, on va imaginer que les outils d'action sur le site vont plutôt être vers la droite de l'écran, puisqu'on est tous droitiers, on va utiliser le pouce droit. Naturellement, si on met quelque chose en bas à gauche de l'écran, il faut se dire qu'il ne faut pas mettre quelque chose de très important, parce que c'est moins accessible, ou en haut à gauche. Voilà, c'est toutes ces considérations. Encore une fois, on ne réinvente pas la roue. On va sur n'importe quel site, c'est déjà fait comme ça. Mais globalement, c'est des choses qu'on voit pas, c'est inconscient en fin de compte. C'est inconscient, mais c'est réfléchi. Ça a été pensé, ça a été déjà calculé pour ça. Donc le deuxième point, je dirais que ce serait forcément avoir un bon affichage mobile. Au niveau du troisième point, je pense que ce serait la performance. Performance, c'est important d'avoir un site qui charge, ou un site qui met 10 secondes à charger, qui m'affiche une page blanche pendant 10 secondes, j'arrête. Donc voilà, pour calculer la performance de son site, on va avoir plusieurs outils. Le principal, c'est l'outil de Google, hein. Ça va être de faire passer en fait un test à Google, au site, pardon, et en fait Google va tester, va envoyer ses robots sur le site et va nous sortir un score. En général, on est pour un site performant, on est sur un score au-dessus de 80 points, 85 points, et là on se rend compte qu'on a un site vraiment performant qui charge vite selon Google, bien que ce score il peut être interprété par Google, en tout cas il peut être comparé par Google à d'autres sites qui ont moins de contenu, qui n'ont pas de vidéo, etc. Donc forcément, il ne faut pas forcément que se baser sur ce type de score, mais globalement un site performant c'est un des points les plus importants. En quatrième point, je dirais c'est la valeur de ce qu'on va afficher globalement. Naturellement, quand on arrive sur le site, la proposition de valeur et le produit, comment il est réfléchi, forcément c'est le plus important, de bien on va dire guider le client
pour qu'ils puissent acheter le produit, pour qu'ils puissent se sentir concernés par ce produit. Donc dans la conception du site, ça c'est la chose la plus importante, hein. Mais c'est un des piliers donc qui fait que ça marche. Et alors pour le cinquième, je dirais c'est le tunnel de vente. Un tunnel de vente sans friction, c'est très important. C'est-à-dire pas avoir d'étapes qui sont un site qui me demande de m'inscrire, de m'enregistrer, de créer un compte puis de me connecter dessus. Ça prend 5 étapes. Je dois aller dans mon mail pour récupérer le mot de passe, un lien, etc. Moi j'achète pas. Moi je veux un site qu'il n'y a pas de friction. Quand j'ajoute au panier, j'arrive sur la page de paiement, il me demande ma carte bleue, je la rentre, je paye. Voilà, c'est fini, je rentre mon adresse et c'est réglé. Donc un tunnel de vente sans friction, simple, avec le moins d'étapes possible. On ajoute le produit au panier. Moi, il y en a qui laissent la page panier. Moi, je recommanderais de faire sauter la page panier, c'est-à-dire on ajoute au panier, on arrive sur une page, on rentre notre nom, notre adresse et nos informations de paiement et on clique sur payer. Voilà, c'est vraiment deux étapes. Il n'y a plus à éduquer le client, il sait à quoi il a affaire. Voilà, c'est 2 étapes. Alors, quelles sont les connaissances et compétences qu'un créateur doit disposer pour créer et lancer sa boutique en ligne? S'il le fait lui-même, est-ce qu'il est réellement possible de pratiquer de la sorte ou est-ce qu'il faut forcément passer par une agence? Dans le cas donc développer son site tout seul, moi je recommanderais à 100% d'utiliser Shopify. C'est le géant sur le marché, ils font de la bonne com en plus, ils expliquent que justement on peut faire des sites facilement. Après quand je dis Shopify, il y a plein d'outils, en plus des outils IA maintenant qui existent, qui donnent accès à des créateurs de sites sur mesure et très facile. Moi je recommanderais de passer sur ce type d'outils-là quand on est tout seul, parce que forcément on va avoir des guides qui vont exister en vidéo, sur Shopify par exemple c'est le cas, et effectivement même si on est néophyte et qu'on comprend pas bien comment tout ça fonctionne, c'est facile de créer une page d'accueil, donc une landing page sur laquelle le client va arriver pour voir le produit avec un CTA, donc un hero header, on arrive un grand titre, une grande image qui présente le produit et un bouton acheter. Voilà, ça c'est facile à faire, tout le monde peut le comprendre, tout le monde peut le faire. Une page produit, pareil, à mettre en place sur Shopify, c'est très facile avec un stock, avec etc., avec sa description. Et enfin, la page de commande sur Shopify, elle est déjà préconçue. Il n'y a pas grand chose à faire, il faut simplement mettre ses options de livraison et ses options de paiement, se connecter avec un compte PayPal, voilà, avoir tous ces outils-là. Sur Shopify, c'est très facile à faire quand on est néophyte. Quand on veut quelque chose de plus flexible et de plus vraiment qui est à nous, qui nous ressemble, dans ce contexte, il faut mieux passer par un open source, par un outil open source, mais dans ce cas, il faut vraiment avoir des bonnes connaissances techniques. Parce que l'outil open source, il nous accompagne pas autant. On va avoir absolument besoin de connaître la personnalisation via CSS. CSS, c'est un petit langage de balisage qui va nous permettre de récupérer ce qu'on appelle des classes qui vont être dans le DOM du site, dans la page du site. Ces classes-là, on va pouvoir leur donner des règles. Voilà, j'ai un titre qui a la classe titre H1. Je vais récupérer, je vais faire titre H1 et là, à ce titre, je vais pouvoir lui mettre la couleur que je veux. Voilà comment on va personnaliser en CSS, et ça pour moi c'est le B.A.-ba si on veut développer un site soi-même. D'ailleurs même sur un outil propriétaire comme Shopify, il faut s'y connaître un peu en CSS. Ensuite on a un peu de l'HTML, là pareil c'est pouvoir créer une petite section, pouvoir ajouter un titre, un paragraphe. Là aussi c'est un peu je pense une évidence à avoir pour pouvoir développer son site soi-même. Et enfin tout ce qui est les bases du référencement, pouvoir ajouter un texte alternatif sur une image, pouvoir ajouter une balise sur un titre, voilà toutes ces choses là je pense que c'est pertinent. Et enfin si on a vraiment besoin de fonctionnalités particulières, de logique métier particulière, de pouvoir créer un produit qui a une variation, qui a plein de variations de taille, de couleurs. Là, c'est un peu plus complexe, que ce soit sur de l'open source ou du Shopify, ou créer vraiment des fonctionnalités bien précises, bien sur mesure. Par exemple, comme je disais au tout début, j'ai envie de récupérer les commentaires de mes posts Instagram pour les mettre sur mon site parce que c'est des retours clients. Bon, là, ça existe, si ça n'existe pas, si on trouve pas un plugin qui existe, il faut le développer. À ce moment-là, on peut pas le développer soi-même. Il faut soit faire appel à une agence, soit faire appel à un bon freelance qui pourra le faire lui-même sans problème. Donc, disons que la frontière, elle est mince entre les deux. Mais moi, si je devais recommander quelque chose à quelqu'un qui veut lancer soi-même son propre site, c'est pourquoi pas de se faire simplement accompagner. C'est-à-dire de prendre contact avec un freelance et lui dire, voilà, moi, je vais lancer mon site. Si j'ai besoin de toi pour des modifications, pour des ajouts de fonctionnalités, est-ce que je peux t'appeler et tu me fais une offre pour ça et tout? Aucun freelance ne va refuser ça. Donc, je pense que ça peut être pertinent de se lancer soi-même. Et s'il y a besoin d'ajouter de fonctionnalités, demander à quelqu'un et surtout demander de faire une documentation. C'est important. C'est-à-dire de nous faire un petit retour, que ce soit par un document, un petit fichier, qui explique comment il a fait le système, comment il a mis en place et comment il peut l'entretenir. Dans le cas où on veut faire sa boutique soi-même, bien sûr. Super. Merci beaucoup, Salim, pour toutes ces informations. On l'a vu aujourd'hui, créer une boutique en ligne, ce n'est pas un défi. Quelques clics, un CMS, quelques produits, un hébergeur et en quelques heures, vous êtes en ligne. Mais être en ligne, ce n'est pas forcément vendre. Le vrai défi, c'est de capter l'attention, de rassurer en quelques secondes et de transformer un simple visiteur en client. Et là, tout change.
parce que le CMS, aussi puissant soit-il, n'est qu'un outil qui ne suffira pas à faire votre succès. Ce qui fait la différence, ce sont vos choix. Votre positionnement, la qualité de votre site, la visibilité, votre capacité à convaincre et la stratégie que vous construirez autour. Derrière chaque boutique qui cartonne, il n'y a pas de hasard. Il y a des décisions, des tests, des erreurs et surtout une méthode. Et cette méthode, c'est exactement ce qu'on vous partage ici. Les coulisses du e-commerce, les pièges à éviter, les leviers qui fonctionnent vraiment. Et tout ce qui peut vous faire gagner du temps et éviter de perdre de l'argent. Alors que vous soyez en train de vous lancer ou déjà en train de développer votre activité, abonnez-vous. Ici, on ne parle pas de théorie. On parle de ce qui fait réellement la différence parce que réussir, ça ne s'improvise pas. À bientôt pour une prochaine émission.